Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bienvenue dans Demain la santé, l'émission où nous explorons avec nos invités la composante sanitaire de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes. Alors commençons avec un petit retour en chanson au début de l'année 2024. Et les chœurs de l'armée française. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger les fils, les compagnes. Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. Alors vous aurez certainement reconnu l'interprétation de la Marseillaise par Catherine Ringer lors de l'inscription de l'IVG, cette loi pure dans la Constitution le 8 mars dernier. Et si cet événement vient garantir la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, il semble pourtant important d'inscrire ce jour dans l'histoire longue des débats autour de l'avortement, des débats qui restent d'ailleurs pour une partie d'entre eux encore d'actualité en France comme à l'étranger. Et pour mieux comprendre cet acte médical et son histoire sociale, nous recevons Laurine Tizy. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sociologie et autrice de la thèse suivante, Irresponsable, salope, égoïste, meurtrière, la stigmatisation de l'avortement en France, forme contemporaine et résistance, que vous avez soutenue en 2023, et vous avez également publié avec Marie Mathieu Sociologie de l'avortement en mai 2023. Alors avant de revenir sur cette inscription du 8 mars, j'aimerais qu'on revienne plutôt sur l'histoire de l'avortement. Il semble en fait y avoir plusieurs temps dans cette histoire de l'avortement. Vous expliquez notamment dans Sociologie de l'avortement, avant les 30 glorieuses, l'avortement était réprimé au même titre que la contraception en raison d'enjeux démographiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet élément-là ? Oui, alors ce qu'on a beaucoup en tête, en fait, c'est que l'avortement est réprimé pour des raisons morales ou pour des raisons qui tiennent aux représentations qu'on se fait de la grossesse, que ça soit dans le catholicisme, dans le christianisme en général ou dans d'autres religions. Mais en réalité, c'est rarement, enfin c'est même jamais le seul enjeu qui est en question. Et en fait, quand on considère l'histoire française, le principal enjeu a été l'enjeu démographique. Et ça, c'est la thèse d'un collègue historien qui s'appelle Fabrice Cahin, qui en fait a très bien montré que le moment, notamment au tournant entre la fin du 19e et le début du 20e, où on se met à faire la chasse à l'avortement, c'est le moment du déclin démographique de la France. Et en fait, il y a une imputation qui se fait, qui est que si on manque de petits Français après 1870 pour aller prendre notre revanche contre l'Allemagne, c'est la faute à l'avortement. Ce qui est en fait une erreur, c'est une mauvaise compréhension des enjeux démographiques. Ce qui s'est passé en réalité, c'est un changement dans les pratiques sexuelles et contraceptives des Français de l'époque. On a commencé à pratiquer le retrait, on a commencé à avoir des bidets chez soi, donc à aller se rincer après la sexualité. Donc en fait, il y avait juste moins de grossesse. L'avortement n'est pas la cause du déclin démographique, mais c'était un déclin qui, pour des raisons géopolitiques, entre autres, préoccupait beaucoup le pouvoir public. Ce qui fait que sur le long cours, même jusque dans les années 60, quand on commence à militer pour la contraception dans les années 60, tout le mouvement pour la maternité choisie doit le faire en ménageant les natalistes, en disant « attendez, nous on ne veut pas la réduction du nombre d'enfants, on veut l'espacement pour mieux protéger la fertilité ». Donc ça a vraiment été un enjeu très français parce que la France en fait a amorcé sa transition démographique avant la plupart des autres pays, ce qui fait qu'en fait il y a eu un vieillissement de la population et une baisse du nombre d'enfants précoces. Et avant de revenir sur cette transition qu'il y a pu avoir dans les années 60, j'ai une question un petit peu touchy, on pourrait dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle en fait, entre cette période de la baisse de la natalité au 19e et 20e avec la transition démographique qu'il y a eu à l'époque et puis l'importance aujourd'hui d'inscrire dans la Constitution ce droit
droit à l'avortement dans un contexte qui est lui aussi en fait marqué par cette transition démographique, avec une baisse de la natalité, avec un président qui demande, plutôt de manière stigmatisante mine de rien, de réarmer démographiquement le pays. Ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup eue. En fait, moi, dans ma tête, j'ai eu un enjeu. Est-ce que à mes 4 figures de la stigmatisation, j'ajoutais la traîtresse à la nation, c'est-à-dire celle qui refuse de donner son ventre à la patrie et de faire des enfants pour la France? Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, juste, c'est un motif de stigmatisation de l'avortement qui disparaît presque totalement à partir des années 80. Et donc, dans des entretiens contemporains avec les femmes, aucune femme ne dit « ça a été difficile pour moi d'avorter parce que j'ai eu l'impression de trahir mon pays », ce qui n'était peut-être pas le cas il y a un siècle. En réalité, quand Macron a fait son discours réarmement démographique, je me suis dit, c'est un discours extrêmement conservateur parce qu'on fait revenir sur le devant de la scène des arguments de politique nataliste très anciens qui n'existent plus depuis quasiment un demi-siècle en réalité. Donc de ce point de vue-là, c'est très inquiétant parce qu'on réanime des vieilles angoisses démographiques. Une fois ça dit, dans les faits, l'impression que moi j'ai eue, c'est qu'en fait, il y avait le mot de réarmement, évidemment très militariste, très guerrier, très viriliste, très genré, qu'ils ont cherché à le décliner à toutes les sauces parce que ça faisait joli dans un discours politique, mais que dans les faits, pour le moment en tout cas, et quand on voit ce qui se passe aux européennes, il faut évidemment rester extrêmement prudent, mais dans les faits, ça ne s'est pas traduit par des politiques d'incitation à la natalité très forte, etc. Donc c'est plutôt un package qui, dans les faits, n'a pas beaucoup de conséquences, mais qui reste toutefois très inquiétant sur le plan de la rhétorique très conservatrice qui est mobilisée. Effectivement, et maintenant je me permets de revenir sur la dimension socio-historique. À la fin des années 60, il y a un changement assez phare qui est la loi de 67, il me semble, avec la légalisation. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période-là jusqu'aux années 2000 qui va voir naître à la fois des mouvements citoyennes, militantes, et également des dimensions plutôt institutionnelles qui se croisent en fait à cette période-là? En fait, ce qui se passe, c'est que vers le milieu des années 50, il y a tout un mouvement qui est celui du birth control, qui existait déjà aux États-Unis, en Angleterre, depuis les années 30, en gros à la louche, qui ne s'était pas importé dans les années 30 en France, qui s'importe à partir des années 50. C'est le moment de la fondation du planning familial, qui s'appelait alors la maternité heureuse, et c'est le moment où on se met à militer pour avoir accès à une contraception médicalisée, donc pilule, DIU, etc., etc. Ça amène en 1967 au vote de la loi Neuwirth, qui est la loi autorisant la contraception, qui en fait était interdite et sanctionnée, y compris la publicité pour la contraception était sanctionnée depuis 1920. Parce qu'en fait, avant 1920, on avait de la pub pour des techniques un peu rudimentaires de contraception, qui ont été totalement effacées par la loi de 1920. Donc 1967, ça vient vraiment révoquer cette loi de 1920. Le problème, c'est qu'on a des politiques, des médecins extrêmement conservateurs et que cette loi, elle n'est pas appliquée. Les décrets d'application, 2 ans après, ils sont toujours pas passés. Donc de fait, les femmes ont toujours le même problème. Elles ont trop de grossesse. Elles avortent, c'est interdit, mais à l'époque, c'est vraiment principalement pour limiter la taille des familles. Donc en fait, au début des années 70, le mouvement va se cristalliser, va devenir très très énervé autour de l'avortement en faisant un enjeu indissociable. Et là, il y a une scission, notamment au sein du planning. Je vais un peu vite, mais c'est les idées. En gros, il y a celle qui disait la contraception, c'est génial, ça permettra d'abolir l'avortement puisqu'il n'y aura plus de grossesse non prévue. Et il y a celles qui disent avortement et contraception, c'est 2 outils pour faire que les femmes puissent disposer librement de leur corps. Et ça, c'est la rhétorique féministe, c'est la rhétorique du MLF qui arrive dans les années 70. 1972, c'est le manifeste, 71 même, c'est le manifeste des 343, qui est connu comme manifeste des 343 salopes. En réalité, c'était les 343. C'est le Canard enchaîné qui avait parodié derrière, pour des enjeux démographiques. D'ailleurs, c'était Debré qui disait « mais c'était pour la France que je les ai engrossés ». Bref, pour résumer, 71, on a le manifeste, et ensuite à partir de là, 73-74, on a le MLAC qui se met en place, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui se met à essaimer partout sur le territoire, qui est un mouvement hyper vénère, qui articule à la fois des femmes, des médecins, des militants, des gens qui viennent de l'extrême gauche radicale, et qui en fait disent « nous les avortements, on va les faire, point, et on va les faire en place publique ». Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une urgence à légiférer, puisque de toute façon, la loi est piétinée, avec des gens qui disent « Ah ouais, vous voulez pas légaliser, ben vous savez quoi? Nous, on va vous faire des avortements sous vos fenêtres. Vous allez faire quoi? Vous êtes obligés d'agir. » Et c'est ce qui s'est passé avec la loi Veil.
Et donc c'est de là qu'est partie la loi Veil, que démarre la loi Veil en 75, c'est ça. Mais à cette période, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel vous êtes revenu, il y avait un amalgame, une confusion entre l'avortement et la contraception. Ça semble être quelque chose qui perdure, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet amalgame entre les deux ? Alors, il y a beaucoup de façons de prendre cette question, mais en gros, on entend beaucoup aujourd'hui que les femmes utiliseraient l'avortement comme une méthode de contraception. Très souvent, c'est faux parce qu'un avortement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la douleur, c'est de la souffrance, c'est le risque d'être stigmatisé. En fait, personne n'a envie d'avorter. Ce qui fait que les femmes avortent, c'est soit que la contraception n'a pas marché, soit il y a des difficultés à se contracepter parce qu'en fait, c'est difficile d'être infertile. Ça demande du temps, ça demande des rendez-vous chez le gynécologue, ça demande des pratiques sexuelles particulières. Donc, ça n'a rien d'évident. Donc, un chiffre que j'aime bien rappeler, c'est toutes les femmes, parmi les femmes qui ont avorté, les 2/3 utilisaient une contraception au moment du mois où est survenue la grossesse. Donc en fait, c'est presque pas un problème de contraception, ou plutôt c'est un problème des difficultés liées à la contraception. Mais c'est pas que les femmes ne veulent pas ou ne voudraient pas se contracepter. L'enjeu est pas là. Après, autre chose qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, l'opposition historique entre contraception et avortement, en France, elle est l'héritière de cette histoire que je viens de raconter. C'est parce qu'on a fait de la contraception, de l'avortement, un argument, qu'on a mobilisé la contraception contre l'avortement, en disant la contraception permettra d'éviter les avortements, préservera la fertilité des femmes et il n'y aura pas d'avortements qui causeront des dommages à la santé génétique irréversibles, qu'il faut légaliser. Et donc on les a beaucoup opposés, alors qu'en réalité on peut tout à fait concevoir que les pratiques de régulation des naissances constituent un éventail large qui va, en gros, si je le dis de façon très caricaturale, de l'abstinence sexuelle absolue au néonaticide. Voilà, on peut débattre, mais la thèse de Julie Ancien, elle montre qu'en fait, des femmes qui tuent leur nouveau-né le jour de la naissance, en fait, sont des femmes qui n'ont pas eu accès à la contraception et pour qui c'est un geste qui relève plus ou moins de l'avortement. Évidemment, il y a des enjeux légaux, moraux, etc., dont on peut discuter, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de curseur et qu'on a un continuum. Et du coup, il n'y a pas de sens à opposer contraception et avortement, à plus forte raison, par exemple, quand on sait qu'un DIU, un stérilet, qu'est-ce que ça fait ? Ça empêche l'implantation d'un œuf qui est déjà fécondé. Donc en fait, est-ce que c'est une méthode abortive ? La pilule du lendemain qui empêche elle aussi une implantation, est-ce que c'est une méthode abortive ? Donc en fait, il n'y a pas de sens vraiment à opposer ça frontalement. Et il y a un réel enjeu donc sur l'acceptabilité sociale. Vous parliez tout à l'heure de 4 figures de la stigmatisation. Il me semble que c'est celles qui sont dans le titre de votre thèse. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ces 4 formes de stigmatisation ? Oui. Alors si moi j'ai donné ce titre à cette thèse, c'est pas pour faire de la provocation, pas seulement. C'est parce qu'en fait derrière, ce que j'avais en tête, c'était de montrer que derrière ces insultes qu'entendent très souvent les femmes qui avortent, en fait il y a des processus sociaux qui ont trait respectivement à la contraception. Donc ça, c'est la figure de l'irresponsable. En fait, quand on dit à une femme qu'elle est irresponsable, on lui dit qu'elle ne gère pas sa contraception en oubliant au passage qu'il y a eu un rapport sexuel et que les hommes sont fertiles H24. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième enjeu, la salope, en fait, c'est l'insulte historique qu'ont entendu les femmes qui avortaient. Aujourd'hui, elles l'entendent plus ouvertement, mais c'est pas parce qu'on leur dit pas ouvertement que leur sexualité est pas soupçonnée. Ce que je montre dans la thèse, c'est qu'en réalité, la sexualité féminine hétéro est plutôt légitime, si et seulement si elle est contraceptée. Et que ça, c'est la condition sine qua non. Vous pouvez prendre du plaisir, mais d'abord, vous vous contraceptez. Et si la contraception impacte sur votre plaisir, on s'en fout, c'est plus prioritaire d'être à disposition du désir du partenaire masculin. Deuxième figure. Troisième figure, l'égoïste. Et là aussi, j'essaie de montrer l'ensemble de tensions qu'il y a autour de cette accusation d'égoïsme. Quelqu'un qui ne voudrait pas d'enfant, ça serait une égoïste. Mais en fait, quelqu'un qui fait un enfant toute seule ou quelqu'un qui fait un enfant dans de mauvaises conditions, en dehors de la norme de maternité, c'est une égoïste aussi. Donc là, j'essaie de montrer toutes les tensions normatives autour de l'entrée en parentalité, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est qui est très important à comprendre, c'est que le nombre d'avortements historiquement n'a pas baissé, malgré une meilleure couverture contraceptive. Donc de fait, on a beaucoup moins de grossesses non prévues qu'avant, mais le nombre d'IVG reste aussi au même niveau,
Parce que quand une grossesse aujourd'hui est non prévue, elle est avortée de façon beaucoup plus systématique. C'est ce que vous appelez le paradoxe de l'avortement, c'est ça ? Tout à fait, c'est le paradoxe de l'avortement. Et c'est vraiment cette idée que, en fait, très concrètement, aujourd'hui, avant une grossesse non prévue, on pouvait la poursuivre. Aujourd'hui, la norme de maternité fait qu'on ne la poursuit pas. Parce qu'en fait, derrière, si vous avez un enfant dans de mauvaises conditions, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de partenaire, etc., c'est encore moins bien vu qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence dès le tournant des années 2000 par Nathalie Bajos et Michel Ferrand, qui montrent ça extrêmement bien. C'est qu'en fait, on ne peut pas comprendre l'avortement comme un problème de contraception. C'est aussi, et peut-être même d'abord, une question de quelles sont ce qu'on appelle la norme procréative, c'est-à-dire les conditions jugées socialement bonnes pour faire un enfant. Et ma figure de l'égoïste, elle vient se mettre en fait à cet endroit-là. Et la quatrième, c'est celle de la meurtrière, et c'est celle de dans quelle mesure on considère et à partir de quel moment que la grossesse est un enfant ou pas. Qu'est-ce qu'on projette sur cette grossesse ? Et là, je développe un peu sur les enjeux de la médecine reproductive, etc. etc. Et, pardon. Il y a un enjeu dans cette socio-histoire qu'on a pu faire. On a pu voir 2 temps qui sont décelés avant 67 et puis après 67 en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir des années 2010, il y a quand même des enjeux qui se jouent autour de l'autonomisation de la femme dans cette gestion-là de l'IVG, avec certaines lois autour de 2013-2014 qui viennent leur donner une autonomie, de ne plus avoir besoin d'un conseil médicalisé d'un point de vue psychologique, etc. Oui, alors, en gros, en 2013, il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a formulé une 40aine de recommandations pour améliorer l'accès à l'IVG. À ce jour, à l'exception de la suppression de la clause de conscience pour les médecins, la majorité des recommandations du rapport du HCE ont été appliquées. Et il y a eu, au moment où la gauche était au pouvoir, un vrai volontarisme politique sur cette question-là, en gros 2014, 2015, 2016, avec à la fois une réorganisation de l'offre de soins, l'ouverture de l'IVG aux sages-femmes, d'abord par méthode médicamenteuse, qui est une des 2 méthodes d'avortement, ensuite par méthode chirurgicale, avec la suppression de la notion de détresse. Avant, c'était toute femme que sa grossesse place dans une situation de détresse. Aujourd'hui, cette situation n'existe plus. Donc il y a eu un certain nombre d'avancées pour déstigmatiser. Ça a été fait, on peut débattre, mais d'une façon qui est discutable par ailleurs sous d'autres aspects, mais en tout cas, il y a eu une forme de volontarisme et surtout, il y a eu la révocation de Roe versus Wade en 2022 aux États-Unis qui, là, a complètement fait paniquer tout le monde en France et qui a aussi été l'occasion politiquement de se démarquer des États-Unis en disant, vous voyez bien que nous en France, on n'est pas comme ça. Et c'est ce qui nous renvoie, je pense, à l'introduction en fait, sur cette inscription dans la Constitution de l'IVG. Quels ont été les débats autour de cette inscription ? Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Et quels ont été les enjeux d'un point de vue national, mais également d'un point de vue européen et international, comme vous le mentionnez juste avant ? Pour moi, il y a un vrai enjeu de distinction à la française. C'est-à-dire de vouloir mettre en avant le fait qu'en France, vous voyez, les droits des femmes sont importants. En revanche, et là c'est un avis qui est beaucoup plus personnel, moi je pense que c'était aussi peut-être même d'abord l'occasion, on a des politiques publiques qui se sont assez peu préoccupées, contrairement au discours annoncé, des violences faites aux femmes, etc. Et donc c'était la façon de s'acheter une caution féministe à moindre coût, en faisant quelque chose d'extrêmement symbolique, parce que l'avortement au niveau national et international est un sujet qui reste très clivant, très délicat, et donc il y a une énorme visibilité politique. C'est un bon coup politiquement de faire un truc en faveur de l'IVG, notamment dans un pays qui est plutôt pro-IVG, c'est ce dont on s'en est aperçu en fait dans les dernières années. C'est stigmatisé, mais tout le monde est théoriquement très attaché à l'IVG. C'est pas parce qu'on y est très attaché théoriquement que dans les faits on stigmatise pas les femmes. La tension elle est là. C'est ok d'avorter, mais s'il te plaît n'en parle pas trop fort. Est-ce que la constitutionnalisation elle permet de faire avancer ça symboliquement un petit peu ? Elle permet surtout de dire regardez, on vous a concédé ça, ne venez pas trop nous emmerder sur le reste. Et surtout, elle permet de ne pas en fait se poser la question de l'accès aux soins, donc de la casse de l'hôpital public, de la fermeture des maternités de proximité, de tout un tas d'autres enjeux beaucoup plus importants à mon avis. Et effectivement, sur la question de l'offre de soins, c'est quelque chose que vous mentionnez beaucoup dans Sociologie de l'avortement, le fait que les professionnels de santé ne sont pas formés à ces enjeux-là, qu'il y a des disparités selon les territoires, selon le fait d'avoir accès au planning familial ou alors simplement à son médecin généraliste qui n'est pas forcément formé sur ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, il n'y a quasiment pas de module contraception et avortement dans la totalité des études médicales, ou s'il y en a, c'est vraiment quelque chose qui est vu très rapidement.
Et la conséquence de ça, c'est que, par exemple, si vous faites prescrire votre contraception par un médecin généraliste, il aura le réflexe de vous prescrire la pilule parce que c'est ce qu'il connaît, mais de façon profane, hein, comme des gens qui n'y connaissent rien en réalité. Et puis parce que ça fait revenir une patiente de prescrire une pilule. C'est très différent, par exemple, si vous allez en Angleterre, où il y a un lien beaucoup plus fort entre le corps médical et les autorités de santé, et où du coup les médecins suivent les recommandations sanitaires à la lettre, et les recommandations sanitaires disent qu'il faut présenter en totalité toutes les méthodes de contraception systématiquement. Donc même à une jeune femme, vous allez dire la vasectomie existe, la ligature des trompes existe, vous pouvez utiliser des anneaux, des patchs, etc. Donc en Angleterre, on a une diversité contraceptive beaucoup plus grande, tandis qu'en France, il y a eu ce consensus autour de la pilule et en gros du stérilet qui fait que des médecins généralistes ne savent pas poser les stérilets, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent une pilule. En fait, c'est juste des réflexes qu'ils ont, c'est une espèce de sens pratique qu'ils mettent en œuvre, qui est tout à fait compréhensible, mais qui fait que quand on n'est pas formé, on ne prescrit pas bien, tout simplement. Et ça s'explique pour plein de raisons médicales, mais des problèmes de formation médicale, des problèmes aussi de relations entre la haute autorité de santé et les médecins qui sont très corporatistes en France, donc qui en fait défendent le fait d'en faire un petit peu qu'à leur tête. Et d'une façon générale, il y a une vraie complexité il y a aussi des tensions au sein même de la gynécologie, entre la gynécologie obstétricale et la gynécologie médicale, entre les gynécologues en général et les sages-femmes, entre les gynécologues et les médecins généralistes. C'est un peu un millefeuille de professions qui peuvent faire les IVG. Ceux qui y sont mieux formés sont en général les dominés de la chaîne alimentaire, donc les sages-femmes et les médecins généralistes qui font ça très bien parce qu'en fait, eux se sont spécialisés et ont fait des formations spécifiques. Et en fait, pour des gynécologues obstétriciens, tout simplement, ça ne les intéresse pas de faire des IVG, c'est pas technique. C'est pas forcément. On pourrait tout à fait faire des IVG non médicalisées à domicile ou le MLAC, c'était des femmes non médecins qui faisaient des aspirations. Le geste en lui-même est très facile. Du coup, il n'intéresse pas des médecins très spécialisés techniquement. Donc, il y a aussi des enjeux, vous voyez, de rapport entre les professions, de compétition de pouvoir entre les professions. Un exemple tout simple, ouvrir l'IVG par aspiration, donc au bloc opératoire, aux sages-femmes. Si on fait ça sous anesthésie générale, ça fait qu'un médecin anesthésiste se retrouve aux ordres d'une sage-femme. Et ça vient complètement bouleverser la hiérarchie des professions. C'est pour ça que c'était inenvisageable pour beaucoup de médecins. Parce que les sages-femmes, elles sont en dessous. Des enjeux complètement invisibilisés, effectivement. Et j'ai une question sur le rôle de la sociologie et le fait de porter attention à un objet comme celui de l'avortement. Quel a été l'enjeu pour une sociologue d'aller sur ces sujets-là et quel débat ça a pu amener par rapport aux autres disciplines, notamment à la médecine? Je pense qu'en réalité, le principal débat, il est avec la psychologie, qui à l'heure actuelle, est très présente dans les services de santé. Et donc, en fait, la façon dont les femmes sont prises en charge repose sur une vision psychologique, voire psychanalytique, de ce qu'est la grossesse, etc. Donc, la sociologie, là, en fait, elle a rappelé des évidences sociales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un rapport de genre, qu'est-ce que c'est que la construction sociale du genre, qu'est-ce que c'est qu'un rapport de classe, pourquoi une femme qui est ouvrière, précaire, qui travaille à l'usine, prendre la pilule tous les soirs alors qu'elle travaille avec des horaires qui changent tous les jours, c'est pas idéal pour elle. Des choses en fait très simples, très concrètes, ne serait-ce que ce paradoxe de l'avortement qui consiste à dire les normes de maternité ont changé. C'est normal qu'on ait toujours autant d'avortements, ça ne veut pas dire que les femmes se contraceptent moins. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'infirmières, même de médecins, qui croient que les femmes ont un problème avec la contraception. L'enjeu n'est pas là. Donc, en fait, rappeler ça en amenant des données démographiques et surtout essayer de montrer qu'en fait, une femme qui vit mal son avortement, et ça, c'est l'objet de ma thèse, c'est pas parce que l'avortement est en soi dommageable pour le psychisme, c'est parce qu'en fait, socialement, il y a tout un tas de conditions qui font se sentir mal. Ça peut venir faire se rendre compte que la personne avec qui on est en couple n'est pas la bonne, parce qu'elle n'est pas soutenante, parce qu'elle veut pas d'enfant alors qu'on en veut, parce que voilà, pour plein de raisons. Ça peut être stigmatisé par les gens, se prendre de mauvaises réflexions, ça peut être avoir de la pression de ses parents pour faire un enfant qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir. Ça peut être peut-être se rendre compte qu'on est en décalage avec ses amis. Ça peut être juste se rendre compte qu'on n'a pas l'argent, qu'on est dans des conditions matérielles précaires. En fait, c'est juste rappeler que les femmes ont d'excellentes raisons de mal vivre une IVG, mais c'est pas parce qu'elle est problématique en soi et qu'il y aurait un lien direct utérus-psychisme. C'est pas ça l'enjeu. Donc la sociologie, à mon sens, elle est là pour remettre du collectif et montrer qu'en fait un choix qui est un choix individuel est toujours la résultante de l'intériorisation d'un ensemble de normes, d'un ensemble de représentations du monde, aussi de certaines pressions et sanctions sociales qui existent et qui font qu'on décide en conséquence de ça. Donc là, c'est vraiment la base de la socio, c'est discuter la notion de libre arbitre et remettre un peu de société dedans, quoi.
juste pour terminer cette interview, votre livre « Sociologie de l'avortement » a été publié quelques mois avant cette inscription dans la Constitution. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ou est-ce qu'on peut y voir un lien en 2 mots ? Alors nous, le projet avec Marie, on l'a commencé en 2021. Justement parce qu'il manque... En fait, il y avait beaucoup de travaux sur l'IVG en France, mais qui n'avaient pas fait l'objet d'une vraie vulgarisation, et en tout cas d'une vraie synthèse, ou alors c'était des synthèses extrêmement psychologisantes, qui ne nous semblaient pas aborder le problème de la bonne façon. Soit c'était trop vieux, soit c'était trop psychologisant. Du coup, on s'est dit, c'est une bonne idée. Et après... c'est pas complètement un hasard du calendrier, au sens où Trump était déjà au pouvoir, il y avait un enjeu aux États-Unis, enfin, l'avortement n'a jamais cessé de faire débat et très souvent revient sur le devant de la scène et en fait peut, dans certains cas comme aux États-Unis, devenir de plus en plus clivant. Donc on savait qu'il y avait un enjeu à amener de la littérature scientifique, si possible accessible. En tout cas, moi j'avais un vrai enjeu de pédagogie sur la rédaction de ce texte. Je me disais, je veux écrire un livre que ma mère puisse lire facilement, sans s'ennuyer, qui soit clair, et que les gens qui s'y intéressent puissent y avoir accès sans s'ennuyer ou sans trouver ça rébarbatif. Et voilà, donc c'était ça l'enjeu. Effectivement, je vous invite à aller le lire, il est passionnant. Alors je rappelle, Laurine Tizy, que vous êtes docteur en sociologie et que vous aviez donc écrit ce livre Sociologie de l'avortement en mai 2023 avec Marie Mathieu. Je vous remercie pour cette interview et je laisse la place à l'émission suivante. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.